Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. C'est un plaisir de vous retrouver, amis fidèles de la RPA. Bienvenue à ce journal, dont voici d'abord les principales articulations. Comparution ce vendredi de la journaliste Sandra Muhoza en détention à la prison centrale de Ngozi, détention qui fait couler beaucoup d'encre, surtout que les faits lui reprochés n'ont rien à voir avec les accusations portées contre elle. La CNIDH plaide pour les réfugiés congolais ayant fui la ville d'Ouvira. Cette institution burundaise demande que ces exilés soient installés loin de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. Vous aurez les détails dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous parlerons également de la pénurie du carburant qui s'est intensifiée au Burundi, surtout dans les provinces frontalières avec la RDC, après la prise d'Ouvira par le mouvement du 23 mars dit M23. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Justice pour commencer ce vendredi. La journaliste du médium La Nova a comparu en audience publique devant le tribunal de grande instance d'Ngozi. En grande partie, Sandra Muhoza est poursuivie pour des infractions d'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Ses conseils ont pour leur part soutenu devant la juridiction saisie que les faits reprochés à leur cliente ne présentent aucun lien avec les événements évoqués par l'accusation. Le reportage est signé Clovis Nyonzima. La journaliste Sandra Muhoza est arrivée au tribunal de grande instance d'Ngozi à 9h50 où l'attendaient 3 avocats chargés de sa défense. Étaient également présents des membres de sa famille ainsi que des proches et voisins venus lui témoigner leur soutien. L'audience a débuté avec retard puisqu'à 11h, elle n'avait pas encore commencé. Au cours de cette audience sur le fond de l'affaire, le ministère public a maintenu les accusations initialement retenues contre Sandra Muhoza par le tribunal de grande instance de Mukaza avant qu'elle ne soit annulée par la cour d'appel de Mukaza. Il s'agit notamment des infractions d'aversion raciale et d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Un fait particulier a marqué cette audience. Sandra Muhoza elle-même a été longuement interrogée par les juges et elle s'est personnellement expliquée. Sur la première accusation, le ministère public s'est appuyé sur une vidéo ainsi que sur des messages échangés dans un groupe WhatsApp dans lesquels des propos jugés offensants auraient été tenus. Dans sa défense, Sandra Muhoza a affirmé devant le tribunal n'avoir jamais tenu de propos à caractère divisionniste. Elle a également contesté la sélection des messages retenus par l'accusation, estimant que les éléments à décharge n'ont pas été produits. Elle a demandé que le téléphone saisi soit présenté au tribunal afin de démontrer son innocence, demande à laquelle le ministère public a répondu ne pas en disposer. Concernant la même accusation, Sandra Muhoza a jugé incompréhensible qu'elle soit la seule détenue alors que la personne ayant diffusé la vidéo n'a fait l'objet d'aucune poursuite et que les messages écrits montrant qu'il s'agissait d'un piège n'ont pas été pris en compte. S'agissant de l'accusation de menace à la sécurité de l'État, Sandra Muhoza est principalement poursuivie pour avoir communiqué avec des défenseurs des droits humains en exil et des journalistes travaillant pour des radios que le ministère public qualifie de hostile au pouvoir en place. Ces avocats ont toutefois soutenu que la qualification juridique de cette infraction ne correspond pas aux faits reprochés. À l'issue des débats, le ministère public a requis une peine de 10 ans d'emprisonnement pour l'infraction d'atteinte à l'intégrité du territoire national, ainsi que 2 ans d'emprisonnement pour aversion raciale. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera rendu dans un délai d'1 mois. Clovis Nyonzima, à ce propos, plus de 100 femmes journalistes africaines ont adressé une correspondance commune à la journaliste Sandra Muhoza à l'occasion de sa première année en détention. C'était pour lui témoigner leur solidarité et exiger sa libération immédiate. Le point avec Walter Kuzea.
Ces journalistes africaines sont toutes au nombre de 127. L'objectif de leur lettre est de témoigner leur solidarité à la journaliste Sandra Muhoza, exiger sa libération immédiate et dénoncer son emprisonnement qui prive le public d'une voix essentielle. Selon le comité pour la protection des journalistes CPJ, ces femmes journalistes affirment que certaines d'entre elles sont des mères et qu'elles comprennent la douleur d'être séparées de sa famille et de ses jeunes enfants, surtout à l'approche de Noël et du Nouvel An. Ainsi, poursuivent ces journalistes, c'est une souffrance qu'aucun parent ne devrait endurer. De plus, parmi ces journalistes figurent des journalistes chevronnés, des responsables d'associations, de médias et des directrices de rédaction de tout le continent. Pour rappel, Sandra Muhoza a été arrêtée en avril 2024 pour des propos tenus dans un groupe WhatsApp des journalistes concernant la distribution présumée des machettes au Burundi. Par la suite, le 16 décembre 2024, elle a été condamnée à 21 mois de prison pour des accusations incluant l'atteinte à l'intégrité du territoire national. Néanmoins, en mai 2025, la Cour d'appel de Mukaza a jugé que le procès de Muhoza avait été mené par un tribunal inférieur, incompétent et invalidant pour sa condamnation. Malgré cela, Muhoza reste incarcéré et en octobre, les autorités ont engagé de nouvelles poursuites judiciaires à son encontre et ont refusé sa demande de libération provisoire selon des documents judiciaires consultés par le CPJ. Merci à toi Walter. Puiser le rampage sécuritaire, demander aux citoyens d'assurer eux-mêmes la sécurité nocturne est une démarche que l'État devrait entreprendre seulement après avoir bien défini le rôle et la responsabilité de chacun. Réaction de la ligne Bizi syndicaliste burundaise qui trouve que cela pourrait impacter négativement sur le rendement professionnel et s'est exprimée après que les habitants de certaines zones des quartiers de la commune Kirundo en province de Butanyerera se soient plaints d'être contraints à passer la nuit en patrouille sans que leurs activités professionnelles exercées pendant la journée soient prises en considération. Suivez. Au lieu d'entraîner tout le monde dans la ronde nocturne, les enseignants se plaignent, mais aussi les personnels de la santé. Le travail de l'enseignant pendant la journée est un travail très exigeant qui demande d'être debout toute la journée, d'être vigilant, d'être en forme afin que vous puissiez donner le son comme il faut. Mais aussi, ça exige un travail à domicile pour la préparation et il faut du temps de repos pour que physiquement et intellectuellement l'enseignant soit en forme le lendemain pour les cours. Alors, envoyer les enseignants dans la ronde nocturne revient à achever le peu d'énergie qu'ils ont, puisqu'ils sont déjà démoralisés, démobilisés en quelque sorte. Ils ne peuvent pas avoir du temps pour la ronde nocturne. Ce que je recommande, c'est que le gouvernement du Burundi prenne la responsabilité de la sécurité. Et s'il y a une nécessité pour une ronde quelconque, qu'ils puissent échanger avec la population, qu'il puisse y avoir dans la communauté des réunions où la population est organisée en guise d'appui pour certains domaines, pas pour faire la ronde, mais pour la question de la veille, pour la question de la veille et de l'alerte. La population est capable de veiller et d'alerter moyennant un certain entraînement sous forme d'informations de comment découvrir les situations qui nécessitent l'alerte. Et la population doit être informée, doit être sensibilisée sur les questions de sécurité, mais que la ronde nocturne, le maintien de la sécurité soit maintenu dans les mains des personnels qui sont qualifiés, c'est-à-dire les agents des corps de police et de sécurité, et que les enseignants, les médecins aussi, parce qu'un médecin qui fait toute la journée à écouter les malades, à prescrire des médicaments, à s'occuper des malades, aura des difficultés à faire ce même travail de manière dans le respect de la déontologie professionnelle, s'il a passé une nuit blanche à veiller pour la sécurité. Je recommande donc qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une concertation et qu'il y ait, si c'est vraiment obligatoire, qu'il y ait un horaire qui permet aux enseignants et aux médecins de s'occuper de leur travail complètement et contribuer au maintien de la sécurité
dans les domaines qui les concernent, même la population, c'est pas tout le monde qui doit être appelé pour faire la veille nocturne. Je vous le disais en titre, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, appelle le gouvernement burundais à relocaliser loin de la frontière avec la République démocratique du Congo les réfugiés congolais ayant fui la ville d'Uvira dans l'est de la RDC, récemment passés sous le contrôle du mouvement M23. Dans un communiqué publié le 18 décembre 2025 à l'issue d'une mission de terrain effectuée dans certains sites d'accueil de ces réfugiés, le président de la CNIDH, Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, a exhorté les services humanitaires et les acteurs chargés de la gestion des urgences à intervenir sans délai en faveur des réfugiés qui vivent actuellement dans des conditions précaires. Suivez Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, il est le président de la CNIDH. Une insécurité généralisée causée par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du mouvement du 23 mars vient de bousculer les habitants. Ces derniers continuent de fuir en masse vers le Burundi pour chercher asile. Une équipe de la CNDH vient de faire une descente dans les localités Kabezi, Gatumba, à Vugizo et à Chichemere en Chibitoke pour évaluer les besoins de protection et d'assistance humanitaire d'urgence pour cette population sinistrée. Il est actuellement estimé que plus de 70 000 personnes, dont un grand nombre de femmes, filles et enfants, demandent un asile temporaire au Burundi. Ils éprouvent des difficultés d'accès à la nourriture, aux soins de santé, au logement décent, ainsi qu'aux services d'hygiène et d'assainissement. Face à cette situation précaire et déplorable, la CNDH remercie d'abord le gouvernement du Burundi pour avoir accueilli ces demandeurs d'asile. L'invite ensuite à délocaliser ces derniers, tués à proximité des frontières vers d'autres lieux au centre du pays. Le supplie de veiller à ce que les procédures d'enregistrement et de demande d'asile soient accessibles et transparentes. Demande enfin aux partenaires qui interviennent dans la protection des personnes sinistrées d'accorder une attention particulière aux groupes vulnérables, les femmes, les filles et les enfants, et aussi les personnes âgées pour qu'ils reçoivent une aide adaptée. En parlant justement de cette instabilité qui prévoit l'est de la RDC, les habitants vivant près des frontières avec ce pays disent eux aussi être touchés par cette guerre qui y sévit. Ceux qui se sentent confiés à la RPA font savoir que depuis la prise d'Uvira par le M23, le carburant est devenu un casse-tête, ce qui a fait vertigineusement grimper les prix de transport. Les détails avec Eric Neonzima. Depuis que le mouvement rebelle de M23 a conquis les parties limitrophes du Burundi, des conducteurs de voitures publiques exerçant vers Bujumbura Chibitoke indiquent que sur le marché noir, le prix du carburant a triplé et par conséquent, le prix de transport a été revu à la hausse. En République démocratique du Congo, le carburant était vendu entre 18 000 et 20 000. Mais pour le moment, une bouteille d'un litre et demi est vendue entre 40 000 et 50 000. Est-ce que si tu achètes ce carburant, comment est-ce que tu vas trouver le versement ou bien l'argent pour nourrir ta famille? Vraiment, c'est pas facile. À cause de cette hausse des prix, la majorité des transporteurs ont décidé de garer leurs voitures pour éviter de travailler à perte, comme précise notre source. Si tu sais une personne qui a une voiture, tu peux aller voir. Ils ont garé leur voiture par cause de manque de carburant. Dans toutes les stations, on peut passer même 5 jours sans être servi. Ces conducteurs, comme certains habitants de la province de Bujumbura, demandent au gouvernement du Burundi de nouer de bonnes relations avec le M23, sinon les conséquences seront nombreuses. Eric Niyonzima, gouvernance à présent l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles apprécie la révision budgétaire après 6 mois par le Conseil des ministres tenu lundi dernier 15 décembre 2025, principe qui selon le président de la dite organisation avait été oublié. Faustin Ndikumana indique cependant que cette révision devrait être précédée par un rapport qui montre l'état d'exécution de ce budget au niveau des dépenses 07. Il explique que l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent restent un handicap pour l'élaboration de ce rapport. Suivez Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM.
Le fait de faire une révision budgétaire et à mi-parcours de l'exécution budgétaire, c'est quelque chose de très important parce que le principe avait disparu dans le temps et nous ne révisons que maintenant la révision budgétaire est devenue encore une fois un principe parce que à un certain moment, faire un rapport, un examen à mi-parcours pour voir l'état des lieux de l'exécution budgétaire. C'est pour cela que cette révision budgétaire devrait être précédée par un rapport méticuleux qui montre l'état d'exécution budgétaire, que ce soit au niveau des dépenses, que ce soit au niveau des recettes. Surtout au niveau des recettes, on avait toujours insisté sur le constat mais de la baisse des taxes liées aux importations parce qu'il y a une baisse nette des importations actuellement liée à la crise des devises. Des taxes à l'importation, c'est une rubrique de recettes budgétaires très importante. Il y a cette inflation qui entrave le commerce intérieur. Il y a la rareté des produits de première nécessité justement qui limite la collecte des recettes de taxes liées aux transactions du commerce intérieur. Il y a l'économie informelle qui grandit, le marché parallèle qui finance les importations, il y a le commerce du carburant. Il y a beaucoup d'éléments qui continuent à renforcer l'économie souterraine, donc l'économie informelle qui échappe à la perception des taxes par le secteur public. Donc les exonérations vont toujours crescendo, grandissant, mais rien n'est fait pour éviter et arrêter cette hémorragie. On constate un enrichissement illicite flagrant, révoltant de part de certains au cadre de l'État. Il y a le blanchiment qui est là, mais sans qu'il y ait au moins une taxe sur la fortune pour épingler ces fortunes qui échappent à la taxation, là sans problème. La Parsem souligne également qu'il faut renforcer la maîtrise des dépenses de fonctionnement, surtout en ce qui est de la bonne gestion de l'argent transféré aux nouvelles structures administratives. Encore une fois, suivez Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Au niveau des dépenses, il faut renforcer la maîtrise des dépenses de fonctionnement, limiter les avances de la Banque centrale qui alimentent l'inflation. Tout le monde est conscient que le financement budgétaire par les banques centrales, le financement budgétaire par les avances de la Banque centrale est un facteur renforçant l'inflation dans notre pays. Le principe du budget programme pour bien exécuter les programmes de développement. Et en fait, si on dit qu'on va tenir compte de la nouvelle coupure administrative, c'est très important. Mais là aussi, il faut vérifier la capacité financière des entités décentralisées, à l'occurrence les communes, la logistique de gestion, les logiciels, les comptables, pour que l'argent qui sera transféré aux entités décentralisées soit bien géré. Il faut même des textes juridiques qui accompagnent ça pour la clarification des tâches qui reviennent aux uns et aux autres. Renforcer l'action des entités de contrôle, en l'occurrence la Cour des comptes. Il faut vraiment suivre l'argent dans les communes pour créer des résultats concrets. Enfin, on insiste sur le programme d'investissement public. Le programme d'investissement public, c'est un programme qui montre la construction des infrastructures. Parce que le développement d'un pays se constate à partir de la modernisation régulière de ces infrastructures. Les routes, les bâtiments publics, l'Internet, les aéroports. Maintenant, par exemple, on parle de la construction d'un nouvel aéroport à Ougendana. C'est un aéroport qui avait été mentionné depuis longtemps. On ne connaît pas pourquoi même cet aéroport avait été conçu jusqu'à maintenant. Mais si le gouvernement le décide, surtout que la géopolitique maintenant, régionale, sous-régionale, prouve la nécessité de la construction de cet aéroport. Il faut avoir aussi un programme, un budget, de marcher dans la transparence pour que quand même le pays puisse avoir cette infrastructure et l'avoir en qualité exigée et requise. Je crois que quelque part, la l'exécution budgétaire est un élément qui doit être suivi avec une participation citoyenne beaucoup plus accrue. C'était Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Bouclons notre journal par cette actualité sportive où dans le groupe E composé de l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan, l'Algérie par favori de ce groupe. Les détails sur ce groupe E avec Désiré Atungimana. L'Algérie, appelée les Fenech, est l'un des géants africains du football. Il a déjà participé à la Coupe d'Afrique des Nations à 20 reprises et a gagné cette compétition en 1990 et en 2019. Ce pays a également échoué en finale en 1980 et a occupé la 3e place 2 fois en 1984 et en 1998. Avec des joueurs expérimentés comme Ryan Aït Nouri, Ben Sebaini, Ismaël Benasser, Riyad Mahrez et bien d'autres, l'Algérie est un pays à suivre de près dans cette CAN. Les joueurs appelés par le sélectionneurs sont capables de titiller tout le monde et viser le titre de cette année. Le Burkina Faso, les étalons,
est un pays régulier à la CAN mais qui ne l'a jamais gagné. Il a par contre joué une finale en 2013 qu'il a perdue face au Nigeria sur un score d'un but à 0. Les étalons ont également joué les demi-finales 3 fois en 1998, 2017 et 2021. Les joueurs à surveiller de près, entre autres, Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen, Bertrand Traoré de Sunderland et Dango Ouattara de Brentford. Habitué de cette compétition, le Burkina Faso a les chances de franchir le second tour. La Guinée équatoriale, appelée Nzalanga National, joue sa première CAN en 2012 qu'elle organise avec le Gabon. Pour cette première participation, elle atteint les quarts de finale et est éliminée par la Côte d'Ivoire. En 2015, comme pays hôte, ce pays réalise sa meilleure performance en terminant 4e. Cette équipe, qui compte plusieurs professionnels qui évoluent en Espagne, a des qualités pour quitter le premier tour, mais la tâche ne sera pas facile face au Burkina Faso et à l'Algérie. Le Soudan, appelé les crocodiles du Nil, a une histoire riche à la CAN. Il a accueilli la première édition en 1957, il a été finaliste en 59 et 63, avant de remporter son unique titre en 1970 à domicile en battant le Ghana en finale. Les joueurs clés de cette équipe sont Mohamed Abdelham, Mustafa Kashlom, Walid Keder et le gardien Ali Abou, qui jouent pour les clubs d'Al Ahly et El Merreikh. Ces clubs jouent dans le championnat du Rwanda suite à la guerre qui sévit dans ce pays. Merci à toi Désiré Atungimana, et c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 19 décembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.